Bonjour à tous et à tous. 114e éclairage d'information, notre briefing traditionnel depuis bientôt un an. Aujourd'hui, nous sommes au complet. On note le retour d'Igor pour la joie de ses dames. Et il va être surtout celui qui a le plus d'informations aujourd'hui. Donc, on va peut-être commencer rapidement par Arnaud. Il n'y a pas grand-chose à dire, non, mais rien du tout. Donc, on va commencer par Igor directement. Il va parler. Commencez dès maintenant à poser vos questions. Vous avez sûrement des choses en attente et vous désirez tout savoir. On va tout vous dire. Mais donc, pour l'instant, je passe la parole à Igor. Il y a, lui, beaucoup d'informations. Pas encore, non. Bonjour, bonjour à tous. Merci Gilles. Effectivement, je vais débuter ce briefing. Donc, une fois n'est pas coutume, on va parler d'aide militaire à l'Ukraine, même si évidemment, après l'actualité très dense la semaine dernière, là, il semblerait que la poussière retombe un peu, mais il y a quand même encore eu des déclarations et des chiffres intéressants qui ont circulé ces derniers jours. Alors, je vais débuter par deux déclarations, celle de diplomates ukrainiens concernant cette aide. Alors, tout d'abord, la déclaration de l'ambassadeur d'Ukraine en France, M. Omelchenko, qui affirme que en tout, ce sont 321 chars qui sont promis à l'Ukraine, quand on additionne les différentes promesses et annonces de ces derniers jours. Alors, nombre d'experts s'accordent à dire que 321, c'est un peu gros comme chiffre, mais on pourrait l'expliquer si on y fait rentrer les blindés légers, les AMX français, etc. Bref, si on élargit l'assiette et que on entend le terme char au sens le plus large possible, à ce moment-là, on pourrait arriver à 321. Alors 321, c'est un chiffre qui fait écho, souvenez-vous, à ce que le chef d'état-major ukrainien réclamait. Il réclamait 300 chars, mais lui entendait des chars lourds pour inverser la vapeur, entre guillemets, sur le champ de bataille, renverser la vapeur. Donc là, avec ces 321, voilà, c'est sur deux chiffres qui se répondent. Deuxième déclaration, celle de Andrei Melnik, l'ancien ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, puisque après les léopards, M. Melnik estime que l'Allemagne devrait, je cite, donner à l'Ukraine un de ses sous-marins pour tenir en respect la marine russe en mer Noire, fin de citation. Alors, M. Melnik, vous savez que c'était illustré par des déclarations hautes en couleur et désobligeantes à l'égard du chancelier Scholz, il faut bien le dire. C'est pour ça qu'il s'agit de l'ancien ambassadeur d'Ukraine en Allemagne. Mais cela illustre une tendance maintenant dans le débat autour de ces livraisons d'armement à l'Ukraine, puisqu'après les chars, on évoquait déjà la semaine dernière maintenant les discussions autour d'avions de chasse. Voilà, M. Melnik ouvre le chapitre de la marine et donc des sous-marins. On verra si ça restera anecdotique ou si jamais on va s'acheminer vers d'autres choses. Mais soit dit en passant, les États-Unis construisent une flottille de patrouilleurs pour l'Ukraine. Donc, ce sont des petits bateaux qui pourraient évoluer sur des fleuves ou sur des côtes, le long des côtes. Voilà, voilà. Mais bon, les sous-marins, évidemment, c'est notre paire de manches. Évidemment, on parle là de M. Melnik, c'est allusion à la flottille de sous-marins classiques allemands. Pour prolonger les discussions autour des chars Abrams, il a été précisé ce week-end du côté des États-Unis, dans un article du Washington Post qui cite des sources industrielles et des sources officielles, que, en ce qui concerne la livraison de chars Abrams, l'Ukraine devrait patienter jusqu'à la fin de l'année 2023. Il y a très peu de chances que les premiers chars Abrams qui soient livrés y arrivent avant, pour des raisons qu'en fait on a déjà évoquées dans des séances précédentes, des raisons industrielles, de reconditionnement, de mise en condition de ces chars. Donc l'improbable d'arriver, si vous voulez, pour ce qui a été promis et qu'on a évoqué la semaine dernière, donc promis à l'Ukraine, c'est probablement d'abord les Challenger britanniques, avec quelques chars Léopard polonais. Ça devrait arriver probablement autour du mois de mars, avril, dans le meilleur des cas. Et en dernier, donc fin 2023, début 2024, les chars américains Abrams. Entre-temps, il y aura sur différentes vagues les chars Léopard qui auront pu être donnés par d'autres pays. Donc on a cité la Suède, la Norvège, le Portugal, l'Espagne et autres. Voilà à peu près un peu une idée qu'on peut se faire en ce qui concerne ces livraisons. Un autre pays, l'Italie, puisque la diplomatie italienne a tenu à rappeler que Rome n'envisage de livrer que des armes défensives à l'Ukraine, aucune arme dite offensive. Je rappelle que l'Italie, avec la France, envisage de livrer des Mamba, donc des systèmes de défense antiaérien plutôt sophistiqués. Un sondage a été réalisé en Italie la semaine dernière et publié par La Stampa, alors réalisé par Euromedia Research et publié dans le quotidien La Stampa.
publié samedi, qui indique qu'une majorité d'Italiens sont fermement opposés à la livraison d'armes à l'Ukraine, 52%, et que 68% sont fermement opposés à une intervention de l'OTAN dans le conflit. On peut supposer qu'il a été parlé d'intervention directe, mais voilà, un sondage qui donne un peu l'état d'esprit chez nos voisins italiens. Alors, sur ces chiffres de chars, il est peut-être bon de rappeler quelques éléments, puisque l'Ukraine, à la veille, j'allais dire, du conflit, possédait environ 2000 chars. C'est 2000 chars théoriques. Là, ce sont les données de l'Institut ISS, qui publie chaque année une encyclopédie des armées dans le monde, avec des statistiques mises à jour, tout ça depuis des années. Donc 2000 chars théoriques, dont on estime qu'environ 900 étaient dits en posture opérationnelle, donc soi-disant prêts à l'emploi. Là-dessus, on sait que pendant le printemps, les Ukrainiens ont affirmé avoir saisi un certain nombre de chars russes. Ils ont dit même beaucoup. Cinquantaine, centaine, 200. Enfin, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, lorsqu'on additionne tout ça, ça fait déjà pas loin d'un millier. Et on a parlé régulièrement ici des 250 T-72 qui ont été transférés à l'Ukraine au printemps, à l'été, par les Polonais, et puis par d'autres pays qui disposaient de ces chars dans des entrepôts. Donc finalement, on arrivait bout en bout à 1000-1200 chars probablement dans l'armée ukrainienne. Alors, il y a eu des combats, certains ont été détruits, etc. Et là-dessus viennent se greffer donc les 320 chars théoriques annoncés par M. Omtchenko, ce qui fait quand même 1500 ou 1600 de bout en bout. Là aussi, alors entre-temps, on a eu les destructions, certes, mais ce qui fait quand même un volume énorme à mettre en perspective avec les 300 blindés lourds demandés, une fois de plus, par M. Zaloujny, comme je l'ai évoqué. Alors, qu'est-ce que ces chiffres reflètent? Ça reflète d'abord une croyance qui est lourdement ancrée et qui revient depuis le début de ce conflit, que finalement, les armes vont faire la différence, ou du moins une catégorie d'armes. L'idée qu'une arme peut faire la différence. Souvenez-vous, c'est ce qu'on entendait sur les drones au début. Avec les drones, beaucoup de choses. On entendait beaucoup de choses sur les drones, supériorité sur certaines zones de combat, les drones de renseignement, les drones de frappe, etc. Puis bon, la mode est passée. Puis on a eu les HIMARS américains qui allaient remettre en question tout le rapport de force sur le champ de bataille, etc. Bon, là aussi, la mode est passée. Et maintenant, on a ça sur les tanks qui pourraient changer le rapport de force. Alors, en plus, sur les tanks, c'est un petit peu un retournement de bâton, puisque au printemps, il y avait un nombre d'experts qui annonçaient finalement la mort du char comme arme de champ de bataille, qui est une arme désuète, une arme qui appartenait au siècle précédent. Et vu ce qu'on avait pu observer sur le champ de bataille, il était annoncé que finalement, les tanks, ça coûtait cher, un entretien, fabriquer, ça consommait. Et puis, on s'apercevait qu'avec quelques drones, on pouvait les... Voilà. On s'aperçoit que maintenant, c'est ce qui est censé, évidemment, inverser le cours des choses. Deuxième élément, donc ce qu'on appelle le game changer, en fait. Deuxième élément d'observation, peut-être que finalement, ces annonces de livraison et ces chiffres qui donnent le tournis reflètent une prise de conscience côté occidental que l'OTAN ne joue pas forcément en faveur de l'Ukraine. En tout cas, c'est ce qui est relevé par un article du Wall Street Journal de ce week-end, qui se fait l'écho d'inquiétude du côté de Washington et certaines chancelleries occidentales, et que finalement, l'OTAN ne jouerait pas en faveur de l'Ukraine et que ces livraisons d'armement auraient pour but de hâter la fin du conflit, afin d'éviter un profit qui se prolongerait et qui manifestement ne profiterait pas aux Ukrainiens. Je rappelle qu'il y avait des évaluations inverses qui étaient faites cet été ou à l'automne en disant que finalement, peut-être que un conflit qui dure pourrait épuiser, soi-disant, l'économie, l'armée russe, etc. Et au bout du compte, amener la Russie à table des discussions. On voit que les choses changent en quelques mois. Et enfin, ça reflète aussi, on l'a déjà évoqué ici, il y a eu des questions qui étaient posées dans des séances précédentes, l'éloignement de la crainte que le conflit dégénère en un affrontement avec l'OTAN, des tabous qui tombent, déjà en affrontement entre la Russie et l'OTAN. On parlait ici de rhétorique nucléaire, de risque de nucléarisation du conflit. Ça rejoint donc le débat sur la co-belligérance, sur le risque d'escalade, les fameuses lignes rouges et la notion de peur qui ne serait plus forcément au rendez-vous. J'avais cité au printemps Dmitri Trenin, un éminent observateur de la vie internationale, qui expliquait que finalement la peur avait déserté le rapport de force entre la Russie et les États-Unis, ce qui faisait que désormais, entre guillemets, presque tous les coups étaient permis, et qu'il fallait réinstiller de la peur dans les rapports pour que finalement la notion de dissuasion tienne et que les lignes rouges veulent dire quelque chose. Bon, finalement, tous ces facteurs semblent minorés à travers ces dernières livraisons.
Deuxième actualité, elle concerne un point de vue qui a été émis à Washington par le département d'État et plus précisément par M. Blinken, qui a accordé un entretien la semaine dernière au Washington Post à un journaliste, David Ignatius, qui était un journaliste éminemment connecté et un des mieux informés de la place à Washington. Un entretien dans lequel il livre sa vision finalement de l'Ukraine post-conflit. Monsieur Blinken explique que finalement, l'idée de promettre à l'Ukraine des garanties de sécurité qui recouvriraient la forme un petit peu de l'article 5, sans que l'Ukraine évidemment soit membre de l'OTAN pour autant, hein, mais vraiment des engagements forts et robustes, tu sais que j'aime bien ce terme, à l'Ukraine, et bien finalement, ce serait plus d'actualité. L'idée serait plutôt de lui donner des outils et des capacités pour se défendre, notamment en termes de blindés, en termes de défense antiaérienne, avec également l'idée de faire de l'Ukraine post-conflit un bastion de la démocratie, avec une économie qui serait assainie, non corrompue, et dit-il, une appartenance à l'Union européenne. Alors, cette idée, alors deux, trois commentaires, on passera aux questions-réponses, mais cette idée des garanties de sécurité, il faut quand même voir qu'elle faisait partie du package qui était discuté lors des les discussions, négociations autour d'une hypothèse de fin de sortie de conflit par les négociations donc à Istanbul au printemps. On en avait déjà parlé, je ne reviendrai pas dessus, mais il y avait l'idée d'accorder des garanties de sécurité à l'Ukraine. Ça faisait partie de ce qui était discuté. Bon, on voit que ça, manifestement, n'est plus sur la table. Et au moment où Kissinger explique à Davos que finalement l'Ukraine devrait faire partie de l'OTAN, ce serait dans la logique des choses, et bien votre département d'État n'est même plus prêt à accorder, ou en tout cas à réfléchir sur l'idée de garantie de sécurité qui se rapprocherait d'un article du type article 5, mais hors de l'OTAN. Et deuxième idée, c'est celle de consolider l'Ukraine en tant que bastion militaire, avant-poste démocratique, avec l'idée d'en faire finalement un point pour à la fois dissuader la Russie de réentreprendre quoi que ce soit à l'égard de son voisin, mais aussi d'enrayer l'expansion de l'influence russe dans la région. En un mot, donc faire de la dissuasion et de l'endiguement. Ça existe ailleurs sur la planète, ça s'appelle Taïwan dans le Pacifique, hein, qui sert d'avant-poste américain, de point pour contenir la Chine, avec aujourd'hui les rapports de force que l'on connaît qui sont en train d'être redistribués et d'évoluer rapidement dans la région. Voilà, j'en reste là et je te rends la parole, Gilles. Donc, Ukraine, nouveau Taïwan, ça voudrait dire un développement économique du même genre. Moi, ça m'interpelle déjà, comment est-ce qu'on livrerait ici, on acheminerait des sous-marins et des vedettes quand le Bosphore est fermé à tout ce qui est belligérant, en fluvial par le Danube, voire je ne sais où? Ça me semble un peu acrobatique. Non, mais bon, il faut voir, il y a les deux sujets. La déclaration de M. Menig, je voulais la rappeler parce que je trouve elle colle bien au personnage. Et puis, une fois de plus, peut-être qu'on en reparlera dans 4, 5 mois, 6 mois. Enfin, on verra des choses qui seront passées d'ici là, peut-être des avions ou autres. Mais non, concrètement, c'est pas possible pour l'instant d'acheminer quoi que ce soit là-bas parce que l'accès à la mer Noire est fermé par la Turquie et puis par les fleuves. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de jouer à ce jeu-là, d'acheminer vers le Danube du matériel militaire ou des vedettes, quoi que ce soit. Mais c'est plutôt toujours cette idée de l'Ukraine post-conflit et de donner les moyens à l'Ukraine d'être en mesure d'assurer sa souveraineté dans ses eaux territoriales et d'assurer sa sécurité. C'est plutôt ça l'idée qui est en creux. Mais je rappelle qu'avant le conflit, il y avait quand même des contrats qui avaient cours pour la flotte ukrainienne ou les forces navales ukrainiennes. Les Turcs avaient signé et avaient commencé de construire et poursuivre la construction de corvettes. Je rappelle que les Français aussi avaient décroché un contrat pas inintéressant pour des OPV. Les Britanniques étaient en lice pour soi-disant un lot de 1 à 2 frégates. Enfin, il y avait une dynamique qui était à l'œuvre pour donner un second souffle à la marine ukrainienne qui, il faut bien le dire, était moribonde encore aujourd'hui, surtout depuis les événements de 2014 où elle avait perdu 80% de ses capacités dans les événements de mars en réalité. Hein. Et depuis, sa flotte était limitée à des petits patrouilleurs et des bâtiments ex-soviétiques, et bon, une frégate, on va dire très, très, très schématiquement. Donc, il y avait une dynamique qui était à l'œuvre. On comprend que là, tout est évidemment suspendu, arrêté, les priorités ne sont plus les mêmes, mais c'est une question qui va se poser de nouveau. Et à mon avis, dans le cadre de futures discussions de paix, la question de la militarisation c'est des choses qui vont se poser, à mon avis.
Oui, il y a de grandes chances. Mais en revanche, sur la dernière partie de ton discours, on parlait des garanties de sécurité. Mais est-ce que pour les Ukrainiens, il faudra en présenter des solides, puisque le mémorandum de Budapest, si je me souviens bien, garantissait leur intégrité territoriale et était garanti par la Russie. On sait ce qu'il en est devenu, mais aussi par les États-Unis. Donc, quelles garanties peuvent-ils vraiment recevoir et auxquelles ils vont croire? Bah, c'est une bonne question. Comme tu as bien fait de le rappeler, tu es signataire non seulement la Russie, l'Ukraine, mais aussi bon, les États-Unis et puis bon, d'autres pays. On connaît le sort de ce mémorandum. Effectivement, les Ukrainiens, de leur point de vue, il est cohérent de demander des garanties qui sont encore plus solides. Et en même temps, imaginer un mécanisme de recours à la force automatique type article 5 est à peu près inimaginable, puisque bon, c'est la clé de voûte de la charte de l'Atlantique, et on comprend bien qu'il n'est pas question d'offrir une appartenance de l'Ukraine à l'OTAN. Donc il faut trouver quelque chose de suffisamment convaincant pour les uns, mais qui ne va pas provoquer un mécanisme funeste d'entrée en conflit, de conflagration, en réalité, entre, imaginons, la Russie et l'OTAN au hasard, dans le cadre d'une nouvelle flambée de violence. Donc c'est pour ça que c'est un casse-tête et c'est pour ça que je ne suis pas totalement surpris que M. Blinken explique que finalement ces mécanismes-là sont un petit peu mis de côté pour l'instant et qu'on va plutôt raisonner en termes de capacité que d'engagement politique pour donner à l'Ukraine les moyens de s'armer. Mais ça fait un petit peu tout ceci écho à, souvenez-vous, ce que finalement les Russes redoutaient avant le 24 février, puisque ils dénonçaient la militarisation de l'Ukraine, ils dénonçaient justement le fait que l'Ukraine était en train de devenir un sport de porte-avions occidental à 500 km de Moscou, etc., etc. Et là, on revient, au bout de après quelques mois de conflit, à voilà, M. Blinken qui explique qu'on va en faire un bastion de la démocratie, etc., etc. Donc c'est un petit peu, je dirais, ce que la Russie redoutait, qui est en train manifestement de prendre forme, en tout cas ce à quoi les États-Unis s'acheminent comme modèle d'Ukraine post-conflit. Enfin, c'est quelque chose qui est, semble-t-il, dans les cartons. Ouais, une fois, l'avenir nous dira un peu ce qui, qui va devenir. Alors, qu'est-ce qu'on nous pose comme question? Il semble que les choses bougent ou vont bouger pour le passage de frontière entre la Russie et la Biélorussie. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Ça ne me dit rien? Bon, on va creuser, mais bon. Alors, question de fond. Est-ce que l'Occident n'est pas en train de jouer sa dernière grosse carte avec les chars? Cela semble insuffisant et les stocks ne pourront pas être refaits avant la fin de l'année, même plus longtemps, j'imagine. Donc, quel est l'objectif? Maximiser la reconquête territoriale avant de s'asseoir à la table des négociations? Oui, encore une fois, bon, restant prudent dans notre expression hein, sur les questions militaires. Bon, ce qu'on lit dans la presse occidentale, en tout cas, c'est que effectivement, l'analyse qui est faite, c'est que la Russie prépare quelque chose pour les semaines qui viennent et qu'il s'agit pour les Occidentaux d'aider l'Ukraine à une éventuelle contre-offensive, probablement à la fin du printemps ou à l'été prochain. Voilà. Difficilement en dire plus. Bon, il y a la question des stocks, de ce qui va être en gros défalqué ce qui existe déjà dans les armées des différents pays qui sont portés candidats à offrir, à donner ces chars à l'Ukraine. Et puis, comme je l'ai expliqué pour ce qui est des Abrams, en réalité, ils vont être sortis ils sont mis sous cocon, enfin, ils sont mis en réserve. C'était Abrams qui ont d'autres, comment dirais-je, qui sont d'un autre temps, en tout cas qui ont des finitions qui ne correspondent plus forcément aux besoins de l'armée américaine et qui n'ont pas été vendues, pas exportées, mais gardées en stock dans les entrepôts de l'armée américaine et qui vont donc être pratiquement désossés et puis remontés, remis à niveau, révisés, etc. C'est pour ça que tout ceci va prendre énormément de temps. Et c'est pour ça aussi qu'ils ne seront pas immédiatement, manifestement, disponibles sur le champ de bataille. Pour ce qui est donc ça, c'est la question des stocks. Après, il y a la question de la maintenance de tous ces tanks. Pour ceux qui ne seront pas détruits, mais entre guillemets simplement abîmés, et qu'il faudra réparer, qu'il faudra réalimenter, on voit qu'il y a des choses qui se passent du côté de la Pologne, notamment, qui est en train de mettre en place toute une série de sites et de hangars pour la maintenance
de l'artillerie déjà. On voit déjà des choses qui sont à l'œuvre, mais qui anticipent évidemment qu'il y aura des gros soucis de ce côté-là, en tout cas un gros défi avec les tanks, et qui est déjà en train de mettre en place un certain nombre d'infrastructures pour être en mesure soutenir la cadence. Bon. Et il y a également tout l'approvisionnement ensuite en obus, et question qu'on a déjà évoquée ici pour l'artillerie, mais qui va se préciser aussi pour les blindés. Il faut rappeler que les chaînes de production chez les industriels occidentaux ne sont plus forcément dimensionnées pour ce type de conflit, et que d'une part, et que d'autre part, il y a la question un piège dans lequel ne voulaient pas tomber les Occidentaux, qui était celui du patchwork, finalement, avec plusieurs classes de chars qu'on va livrer aux Ukrainiens, qui cause autant de problèmes derrière pour la maintenance. Et puis, dans le cas des Abrams, une consommation en kérosène qui est proprement monstrueuse, hein, et qui donc fait que certains observateurs parlaient de cadeaux empoisonnés pour les Ukrainiens, puisqu'il y aura aussi toute la problématique de l'approvisionnement en essence pour toutes ces flottes de chars. Voilà, donc oui, c'est un défi. Une fois de plus, comme je l'ai rappelé à l'instant, je pense que la logique qui préside à tout ça, c'est croire qu'on va pouvoir hâter la fin des hostilités, dès lors que l'on se place dans l'hypothèse que le conflit qui dure n'est pas quelque chose qui est souhaitable pour l'Ukraine. Est-ce que c'est un pari qui est juste? Est-ce que c'est les dernières grosses cartes? Je ne sais pas, l'avenir le verra, mais si ça ne fonctionne pas, il y a toujours cette hypothèse de la montée encore en gamme avec, on a parlé de missiles à portée augmentée, d'hélicoptères d'attaque, certains disent maintenant les avions, les Ukrainiens expliquent qu'il faudrait 180 F-16 pour sanctuariser l'espace aérien de l'Ukraine. Enfin voilà, il faut voir jusqu'où ça peut monter. Il semblerait d'ailleurs que la Pologne a fait une grosse commande avant les événements même de chars Abrams. Donc j'imagine que si la livraison a déjà commencé, il y a déjà des lieux logistiques pour leur entretien. Donc c'est peut-être déjà en place. Peut-être pour les Abrams, mais ce ne sera pas forcément les mêmes que ceux qui vont arriver en Ukraine. Je crois avoir lu, je ne sais plus quelle source que je pourrais retrouver, que les industriels aux États-Unis pouvaient fabriquer une douzaine de Abrams par mois, me semble-t-il. Ça me paraît énorme déjà, mais ils ont un carnet de commandes qui est déjà très généreusement rempli. Alors la question, c'est est-ce qu'on satisfait d'abord les commandes export, ou est-ce que, si c'est les mêmes chaînes, on s'occupe d'abord de remettre en condition les Abrams pour les Ukrainiens. En tout cas, à un moment donné, il y a un goulet d'étranglement sur les capacités, et il y aura des arbitrages qui probablement devront être pris. Avant de passer à une question économique qui nous arrive, dans une double question qui est la même de deux auditeurs différents. Une question de tarot, c'est peut-être naïf, mais les armes livrées à l'Ukraine le sont-elles gratuitement, ou s'agit-il de transactions commerciales directes? Sinon, sur quel type de retour les pays qui livrent peuvent-ils compter? Et un autre auditeur nous dit, question peut-être candide, mais qui paye tout ça? Les fonds européens? Ce ne sont certainement pas des ventes classiques, des contrats d'armement tels qu'on les voit par ailleurs. Non, c'est une aide, des fournitures. Alors évidemment, le retour, il est attendu ailleurs. Il y a un effet domino, par exemple, pour les industriels américains. Certains estiment que les léopards allemands et d'autres armées européennes qui seront livrées à l'Ukraine dans les mois qui viennent seront remplacés par des blindés américains qui, eux, seront vendus effectivement contre espèces sonnantes et trébuchantes. Et puis on dit beaucoup aussi qu'il y a un effet certifié sur le champ de bataille pour les exports futurs de différentes armes, et j'imagine notamment toutes les armes anti-chars qui ont brillé jusqu'ici et les drones. Ouais, c'est ce qui avait fonctionné pour la Russie après la Syrie. Elle avait bénéficié il y avait une carte de visite syrienne qui marchait bien auprès de certains acheteurs. Là, il y a des observateurs qui s'attachent à regarder différentes choses, et qui en tirent les conclusions qui le souhaitent. Mais on ne peut pas prédire évidemment en préjudice ce qui va se passer sur le champ de bataille quand ces tanks vont arriver. Mais une fois de plus, je tiens à rappeler que les Allemands avaient eu, en l'occurrence les Turcs, de mauvaises surprises en Syrie, puisqu'une dizaine de léopards turcs avaient été détruits par les djihadistes de l'État islamique qu'ils étaient venus combattre, et certains avec des munitions anti-chars qui étaient d'une génération, voire deux générations pratiquement en dessous de ces chars-là, si vous voulez. Donc,
Voilà, attention, non, mais attention entre guillemets aux mauvaises, enfin aux surprises qu'on peut avoir. Et voilà, certaines commandes peuvent être passées engrangées maintenant, peut-être qu'elles ne le seront pas après. Mais ce qui est vrai, c'est que, effectivement, ce que disait Arnaud, déjà les commandes engrangées à ce jour couvrent une partie des dépenses engagées, enfin en tout cas des sommes engagées liées à la livraison de ce matériel. Alors après, on sait qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place. Les Européens ont budgété 18 milliards pour 2023 d'aide à l'Ukraine. Les États-Unis ont d'autres manières de fonctionner. Ils puisent dans leur stock dans le cadre d'une loi pré-bail qui court sur 35 ans avec les Ukrainiens. Donc, c'est des crédits qui sont octroyés voilà, sur 35-40 ans. Est-ce qu'ils seront remboursés? C'est une autre question. Bon, il y a différents mécanismes qui ont été en place, mais on comprend que là, la logique économique, en réalité, est mise de côté, comme dans beaucoup de choses dans cette affaire d'ailleurs. La logique économique semble complètement, malheureusement, mise de côté, et que c'est une logique politique, enfin, c'est autre chose qui préside à tout ceci. Il y a alors une question plus économique pour changer. Un notaire russe, j'imagine, a dit que les citoyens de pays inamicaux ne pouvaient plus acheter de parts dans une société russe ni créer une société russe. Est-ce vrai? Si c'est faux, y a-t-il des restrictions? Et si oui, lesquelles? Il veut répondre. Ça me paraît peu probable. On va vérifier tout cela. Et c'est pas l'air du temps en tout cas. Mais il est possible effectivement que il y ait des trous dans la raquette législative. Donc on va se renseigner et vous répondre lors du prochain briefing. Très bien, mais écoutez, plus de questions, donc on va pouvoir arrêter aujourd'hui ce 114e briefing. Donc merci à tous de votre fidélité, de votre attention, de vos nombreuses questions, et on vous retrouve jeudi, comme toujours. En attendant, tenez bon, et la CCI France-Russie reste à vos côtés. À bientôt.